Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On reprend cette émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Disponible sur YouTube, Groupe Croissance, Rendez-vous économique, Télémétropole. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui au studio M. Rémy Trudel qui va nous parler de l'administration publique haïtienne. Oui. On pourrait dire M. Trudel est vraiment un pro de l'administration publique au Québec. Les Québécois et les Haïtiens, on a de très bonnes relations. Vous êtes en Haïti pour participer avec consultation et résultats. Une grande activité réalisée annuellement. Donc, comment a été le séjour? Qui est M. Trudel? Alors, moi, je suis un professionnel de l'administration publique en quelque sorte. Ça fait 40 ans que j'œuvre en administration publique à différents niveaux. D'abord, j'ai fondé une université dans le réseau de l'Université du Québec. Il y a maintenant une trentaine d'années et j'en ai été le recteur pendant 10 ans. Ensuite de ça, je suis passé du côté du gouvernement. J'ai passé 15 ans à l'Assemblée nationale du Québec et j'ai occupé la responsabilité dans 10 ministères. Ministre des Affaires municipales, ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Immigration, le ministère de la Santé, le plus gros ministère du gouvernement du Québec. Et j'y ai passé 15 ans en administration publique au top niveau, au niveau supérieur. Et maintenant, je suis sorti de la politique, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique, qui est une université aussi qui forme et perfectionne les administrateurs publics. Et c'est ça qui m'amène en Haïti ici, avec des étudiants collaborateurs que j'ai eus en formation au niveau de la maîtrise d'Haïti, et avec Yves Lafortune ou Laurent Terralier, par exemple. Eh bien, j'ai participé à ce symposium international sur l'avenir de l'administration publique en Haïti comme ailleurs. Et il y a deux facteurs qui ressortent des discussions et des rencontres que nous avons eues. L'administration publique dans les États de droit, comme Haïti, comme le Québec, comme l'Amérique du Nord, comme la France, par exemple, en Europe, on est en renouvellement, on est en mutation. L'administration publique doit se renouveler par rapport à ses relations avec le politique, et le politique, lui, doit renouveler ses relations avec l'administration publique. Parce que, vous savez, la sagesse permanente d'un État de droit, ça appartient à l'administration publique. Les présidents, les premiers ministres, les ministres, les gouvernements passent. Ce qui demeure, ce sont les compétences de l'administration publique qui sont chargés de faire en sorte que les ministres, que les dirigeants d'organismes gouvernementaux puissent accomplir leurs tâches en faveur de qui? En faveur des citoyens. C'est toujours ça qui est la base. Quelqu'un qui n'est pas vraiment versé dans ce monde-là, comment définir l'administration publique? Parce qu'il y a la présidence, il y a ici, on a compliqué les choses ici encore, et on a le Parlement. Lorsqu'on parle d'administration publique, comment... M. Cazeneuve, c'est une superbe belle question. Comment définir d'abord pour tout le monde, pour vous et moi et tout le monde qui nous entoure, l'administration publique? L'administration publique, c'est l'ensemble des hommes et des femmes, des agents de l'État, qui font en sorte que l'on applique les lois, les règlements, les règles et tout ce qui constitue de façon formelle et informelle la vie dans un État, à tous ses aspects, social, culturel, économique, territorial, etc. Alors, si on prend une définition simple, ce sont les compétences permanentes, les hommes et les femmes des compétences permanentes qui assurent que les lois sont appliquées, que les règlements sont appliqués, et aussi que ces lois et ces règlements peuvent être changés lorsqu'ils parlent d'expérience au niveau politique. C'est pour ça que dans les échanges que nous avons eus au Symposium international de consultation et résultats, j'ai prôné le fait qu'une bonne administration publique, là, les hommes et les femmes qui font respecter les lois, les règlements, les règles, eh bien, ça constitue l'essentiel de la réputation internationale d'un pays. Parce que quand on est à l'extérieur, qu'on est par exemple un agent économique, on dit, est-ce que ce pays-là est stable? Il a des lois, il a des règlements, il a des règles pour l'occupation du territoire, il a des organisations pour la santé, pour l'éducation. Est-ce que ces règles sont appliquées régulièrement? Est-ce qu'il y a des agents qui sont là pour faire observer? Quand on a une réputation à l'extérieur de son pays,
d'observation des règles et des lois, ça constitue un plus extraordinaire. Par exemple... Vous avez beaucoup insisté sur l'application. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour exécuter ce qui a été décidé par voilà. une autre équipe. Donc, mais il faut faire la différence. C'est très bien dit aussi, mais ils ne sont pas que des exécutants. C'est aussi des conseillers. Okay. C'est-à-dire que dans l'application, plusieurs fois, souvent de fois, on va constater que sur le terrain, ce n'est pas adéquat. Yeah. Et c'est erreur. Donc, il faut prendre tout ça quand même pour leur dire. Et là, il faut leur dire aux politiques, ça ne fonctionne pas là. Il faut changer. Alors, l'influence, c'est pas, vous avez raison, c'est l'exécution, mais c'est aussi le rôle de conseiller auprès de l'administration publique. Par exemple, sur le plan de la stabilité financière d'Haïti, ben, au niveau international, on peut établir, on n'analyse pas le degré, mais la stabilité financière est acquise. C'est un pays qui a un budget insuffisant dans bien des cas, mais ce n'est pas seulement Haïti qui est dans ce cas-là. Insuffisant dans ces cas, mais on sait à l'extérieur qu'il y a des règles financières lorsqu'on veut investir, lorsqu'on veut développer en Haïti, comme au Québec, comme dans d'autres, au Canada, dans d'autres provinces. Alors, l'administration publique, c'est probablement ce qu'il y a de plus précieux pour la réputation internationale d'un pays. On dit à l'extérieur, voilà, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règlements, et surtout des compétences pour les appliquer. Puis lorsqu'il y a des déficits d'application, eh bien, en général, dans les sociétés, on va faire en sorte que le message va se rendre jusqu'aux politiciens. Et puis, si ça ne fonctionne pas encore, il y a une chose qui est merveilleuse en démocratie. À période fixe, on peut renvoyer les politiciens. Tout à fait. On peut les renvoyer, pas les fonctionnaires. Il paraît que vous prônez là un échange, et que ce ne soit pas une rue à une seule voie, mais qu'il y ait des échanges continus entre le politique et l'administratif. Voilà, tout à fait. Et ça va demander, par exemple, pas uniquement, mais par exemple, de l'humilité de la part des politiciens. Avoir l'humilité de demander conseil. Avoir l'humilité de recevoir des avis qui vont nous amener à vouloir changer les choses. Et ça prend un bon degré d'humilité, mais aussi de volonté de changer, parce que les fonctionnaires vont traduire la volonté du peuple. Sur le terrain, ça marche ou ça ne marche pas. Et aussi faire en sorte que les outils de l'État puissent permettre aux citoyens de se regrouper, de mettre leurs forces en commun, de réaliser ce qui est bon pour leur territoire. Hier, j'étais dans un projet de coopération à La Brousse, dans La Brousse, à l'extérieur de la capitale ici. Et là, j'y ai vu un bel exemple des citoyens, hein, qui sont des occupants du territoire, qui ont pris leur destin en main parce que l'État leur a permis, pas financé, leur a permis d'exercer leur autodétermination sur leur devenir, sur leur vie quotidienne. C'est la même réalité au Québec. La même réalité au Québec. Vous qui êtes un spécialiste de la littératie financière, je cite comme exemple la plus grande coopérative financière du Québec, elle s'appelle Desjardins. Qu'on connaît bien en Haïti. Bon, qu'on connaît bien. C'est une banque. Et la merveille du mouvement coopératif financier, c'est qu'on ne peut pas le vendre aux étrangers. Les Américains ne peuvent pas acheter. Ils peuvent pas acheter. Ils peuvent acheter la Banque nationale, ils peuvent acheter la CIBC, ils peuvent acheter n'importe quel type de banque. Cette grande entreprise financière, cette grande banque, hein, elle appartient au peuple, aux actionnaires, et puis on ne peut pas la vendre parce qu'il faudra avoir l'accord de tous les actionnaires. Ils sont 8 millions. Alors, c'est un bel exemple, vous connaissez bien ça ici. Ça nous révèle une chose, c'est, entre autres choses, au niveau de la littératie financière, ça commence jeune, hein, ça commence dans des mouvements dans lesquels on peut retrouver son profit là, au sens large du terme. Hein. On peut commencer à l'école primaire, à faire des caisses scolaires. On peut aller plus loin pour connaître les règles. Mais toujours, lorsqu'on a des projets en étant dans une collectivité, on peut compter sur sa banque et on peut compter aussi qu'elle ne sera jamais vendue à l'extérieur aux Américains, par exemple. On va toujours pouvoir... Ça, c'est magistral. Tout à fait. C'est magistral. Alors,
Voilà un instrument qui a été développé grâce à la connaissance et aussi à la volonté du regroupement des citoyens. Je reviens à l'administration publique et particulièrement au Québec et au Canada en général. Comment est l'administration publique au niveau local? Parce qu'ici en Haïti, il y a 2 administrations publiques. Oui. Donc dites-nous un petit peu l'expérience, comment vous avez pu adapter tout ça. Alors, on dit il y a deux niveaux d'administration publique ici, mais c'est la même chose au Québec. Quand je dis l'administration publique, ça inclut les administrations territoriales, l'administration municipale. Alors, l'État central fournit un certain nombre de règles à respecter sur l'approbation des budgets, sur l'autorisation d'emprunter, parce que si l'autorité municipale s'avise d'emprunter au-delà de la capacité des citoyens de rembourser, il faut qu'il y ait là comme un garde-fou. Donc il y a un droit de regard du central sur le local. Oui, il y a un droit de regard. Il y a un droit de regard pour assurer une double protection. C'est sûr. Une double protection et des élus. Si ça passe par en bas, en haut, on va payer comme Voilà, exactement. On va payer à quelque part. Bon, alors donc, il est aussi important d'avoir une administration municipale compétente qui va conseiller le maire et les conseillers municipaux, qu'il est important d'avoir une bonne administration publique au niveau national. C'est aussi important. Alors, il ne faut jamais négliger que les premiers intervenants, évidemment, c'est l'administration municipale, territoriale. Et encore là, ça prend des compétences. C'est pour ça qu'on va former les gens, les fonctionnaires, il y a une belle expression en anglais, là, les public servants, ceux qui servent le public, on les forme aussi au niveau municipal pour qu'ils soient en mesure de faire respecter les lois et les règlements et surtout, de les expliquer aux citoyens. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre, par exemple, les règles d'occupation du territoire, les règles, j'avais des conversations, des échanges avec Mme Auriol, qui est du CIAT, qui travaille sur la réflexion du cadastre. Pas facile à expliquer ça, mais il faut prendre le temps avec des administrateurs publics payés et bien formés d'expliquer aux citoyens. Il faut que ça prenne tout le temps nécessaire. La municipalité, les élus municipaux seront d'autant plus efficaces qu'ils pourront compter sur des personnes compétentes dans leur administration au niveau local, régional ou territorial. Alors, nous, on prend soin de les former comme il faut. Et on forme aussi, de façon volontaire, on forme aussi les maires et les mairesses. Parce que la population nous porte à la direction d'une municipalité, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas. On est volontaire, on a ça à l'esprit en tête, mais il y a des lois, il y a des règles, puis pas des règles en termes de restriction d'agir, des règles pour faire mieux. Les lois sont... L'efficacité, l'efficience. L'efficience, etc. Et entre autres choses aussi, notre société, comme la société ici, comme dans d'autres, on est aussi mis en danger par un certain nombre de mécanismes, par exemple la collusion et la corruption. C'est pas exempt au Québec, là. C'est pas exempt en Haïti, c'est pas exempt aux États-Unis, c'est pas exempt en France. Il y a toujours ce danger qui nous guette. Comment on peut se prémunir pour ne pas se faire abuser par des gens qui font de la collusion, qui s'entendent entre eux autres, des gens qui font de la corruption? C'est à différents degrés, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, mais maintenant, il existe, et au Canada, et au Québec, et dans les pays de droit comme Haïti, une norme qui a été édictée sous l'égide de l'ONU, qui s'appelle la norme ISO anticorruption. Ça, là, c'est comme... On va en parler vraiment dans la... On va en parler tantôt. C'est comme une norme qui fait en sorte que les citoyens se disent, il y a ici des processus qui sont inspectés, vérifiés et publiquement évalués à période fixe pour prévenir, pour tenter et réussir le contrôle de ce qui se passe autour de la municipalité, malgré la bonne volonté des élus et avec la compétence de l'administration publique. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Notre invité, M. Rémi Trudel. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar op sorti? Ah, ou konnen chéri? Dollar monte.
Moi j'ai un petit l'argent good, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pas perdre, m'a changer good moi en dollar. Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdu sous good là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a joindre 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valet goud ou perdu. Mais oui, pour petit 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés à côté, la défense était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'offre c'est client Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, chaque dimanche, 3h et 7h du soir. Et nous avons comme sujet aujourd'hui l'administration publique haïtienne, invité un étranger qui connaît bien les Haïtiens, M. Rémy Trudel. Vous avez beaucoup d'étudiants haïtiens et vous avez des anciens ministres, pas vrai? Oui. Ça, c'est M. Maniga, pas vrai? Donc, en ce sens, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a l'autonomie administrative et financière au niveau du Québec pour le maire par rapport au provincial? Pas totalement. Pas totalement parce que les municipalités, comme ici, les municipalités, on emploie un mot qu'elles n'aiment pas, les municipalités, mais c'est la réalité. Ce sont des créatures. On crée une municipalité par autorisation gouvernementale. Alors, si on crée une municipalité, on a aussi le devoir envers les citoyens d'assurer un certain nombre de mécanismes de guide, de contrôle, d'évaluation, d'autorisation dans un certain nombre de cas. Parce que ce n'est pas parce qu'on crée la municipalité qu'on la dote automatiquement de toutes les compétences nécessaires pour l'administration au niveau territorial. L'acquisition des connaissances des hommes et des femmes qui vont accompagner le conseil municipal, ça se développe au cours des mois et des années. Alors, l'État central a la responsabilité de s'assurer qu'il y a une bonne conduite et une bonne administration. Quand vous dites l'État central, vous parlez du fédéral ou du provincial? Du provincial. Vous avez plusieurs niveaux quand même. Ouais, non, mais nous, c'est le provincial parce que la Constitution canadienne confie aux provinces, dont le Québec, la responsabilité de créer des unités et aussi de les abolir, s'il y a lieu, là, de créer des unités municipales, des paroisses, des villes, des agglomérations. C'est le pouvoir dans la Constitution canadienne qui appartient aux provinces. Alors, quand la province décide, en vertu de développement qui se produit sur cette partie du territoire, de créer une municipalité ou de la fusionner, il a aussi le devoir, la responsabilité de mettre en place des mécanismes, non pas d'espionnage, mais des mécanismes d'accompagnement, de contrôle. Pourquoi? Pour s'assurer d'avoir un double verrou pour la population. Il peut arriver qu'avec la meilleure volonté du monde, une municipalité locale se laisse envahir par tel ou tel groupe de pression et engendre, par exemple, des dépenses, des engagements financiers qui vont être au-delà des capacités de la municipalité, compte tenu du degré de richesse de cette municipalité-là. Aidez-nous à comprendre. Il y a un premier ministre au niveau fédéral, il y a un premier ministre au niveau provincial, et la dernière partie sera le maire en quelque sorte. Tout à fait. 3 niveaux. Au niveau canadien, hein, c'est la Constitution, elle est dans ce pays, le Canada, mais la Constitution confie des pouvoirs exclusifs aux provinces. La santé,
l'éducation, les municipalités. Le gouvernement central, fédéral, canadien ne se mêle pas de ça. Ah bon. On confie ça. Qu'est-ce qu'ils font? La justice? C'est ça, l'administration de la justice. L'armée, l'État central, lui, le Canada, va conserver les relations extérieures avec les autres pays, la politique financière de l'ensemble du pays, la défense, extrêmement important, les relations extérieures, la défense, la monnaie, enfin, les fonctions de base d'un État central. Mais en ce qui concerne la vie des citoyens sur le territoire, ce sont les provinces qui vont vivre cela. Ce serait l'équivalent de l'État aux États-Unis. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est une fédération. Les provinces ont d'énormes responsabilités. La santé et l'éducation, c'est central si on veut se développer. Et puis l'administration territoriale. Les richesses dans un grand pays géographiquement parlant comme le Québec, eh bien, trois fois la grandeur de la France, ça demande des politiques territoriales, municipales importantes. Alors, 3 niveaux de gouvernance, mais le 3e niveau, les municipalités, n'ont pas totale indépendance. Ils n'ont pas totale indépendance. Ils sont aussi soumis à des règlements, des lois, des règles qu'ils doivent observer pour s'assurer du développement, mais s'assurer aussi de la protection des citoyens au plan financier et au plan des droits auxquels ils ont. Vous avez une assemblée municipale également? Oui. Le conseil municipal est composé en général de 8 personnes élues au suffrage universel, plus un maire, à tous les 4 ans. Tous les 4 ans, élection au suffrage universel. Et la reddition de comptes se fait à l'occasion en particulier. Mais une particularité aussi, ces conseils municipaux doivent se réunir en public à tous les mois et la loi oblige à tenir une période de questions orales avec les citoyens. L'obligation, s'ils ne le font pas, ils se placent dans l'illégalité. Ça veut dire qu'à tous les mois, les citoyens ont la certitude, en vertu de la loi, c'est une disposition que j'ai fait introduire dans la loi municipale, les citoyens ont la certitude qu'ils vont pouvoir demander des comptes. Chaque mois? À chaque mois. L'obligation, à chaque mois. Et il n'y a aucun moyen de contourner cela. Si une municipalité le contournait, il y aurait une plainte d'un citoyen et au niveau national, on exigerait des redressements immédiats. À chaque mois, il y a obligation. Donc la gestion est très participative. Très participative. Maintenant, comment le budget, les relations entre le budget fédéral, le budget provincial et le budget municipal, comment ça se fait? Alors, le gouvernement fédéral a ses revenus au niveau de la taxation, c'est-à-dire les impôts sur les impôts pour les individus et les entreprises, et les taxes sur les biens de consommation. Ça constitue l'essentiel du revenu fédéral. Le revenu fédéral, puisqu'il a confié des responsabilités aux provinces, ils envoient une partie de leurs revenus aux provinces. On parle de combien de provinces? On a 10 provinces. On a 10 provinces. On envoie, suivant leur volume, leur grandeur, on a ce qu'on appelle un programme de péréquation. Le gouvernement fédéral envoie une participation financière aux provinces qui utilisent cet argent-là à leur guise. C'est eux qui décident des priorités. En santé, en éducation, en municipal, c'est la Constitution permet que ce soit la province, l'État qui décide. Deuxièmement, au plan financier, il y a aussi des impôts et des taxes uniquement pour la province. Et ça, c'est fait pour assurer la partie qui n'est pas financée par le gouvernement fédéral, santé, éducation, occupation territoriale, développement économique. Au niveau municipal, ils sont complètement autonomes au plan financier puisqu'ils tirent le revenu de la taxation sur les biens fonciers. Tout ce qui est immeuble, terre, territoire, personne d'autre n'a le droit de taxer ce champ-là que les municipalités. Le Québec ne peut pas taxer en vertu du fait qu'on a un édifice qui vaut 10 millions. C'est la municipalité qui va le faire. Le fédéral ne peut pas non plus. Le champ de la taxation est réservé. Donc, on a le fédéral... Donc, le foncier reste exclusivement pour Exclusivement. Exclusivement. Il y a une loi très, très, très sévère. On ne peut pas taxer tout ce qui est les biens fonciers, les immeubles, les commerces, etc. Et c'est de là que les municipalités tirent la totalité de leurs revenus, ce qui les rend autonomes.
Hein, il y a une certaine dépendance au niveau réglementaire avec l'État, le Québec, la province, mais pas au niveau financier. Pas au niveau financier. Au niveau financier, ils sont autonomes parce qu'on leur a donné ce champ exclusif. Et ça, c'est très, très valorisant parce que ça veut dire qu'une collectivité, en développant son territoire, bien, augmente ses revenus. C'est incitatif à développer le revenu. Tout à fait. Voilà. Alors, la municipalité obtient des ressources locales. Oui. Il y a également du provincial et du fédéral. Donc, il y a 3 sources. Comment la municipalité Oui, mais la municipalité n'a pas de source fédérale. Il n'y a pas de financement fédéral, non. Fédéral, c'est le provincial. C'est ça, Donc, exactement. le provincial va donner maintenant au Voilà, exactement ça. On parle de combien de municipalités? On parle de 1000 municipalités. 1000 municipalités, parce que le territoire est trois fois grand comme la France. Alors, il y a des grandes municipalités comme Montréal, 2 millions d'habitants, mais il y a aussi de tout petites municipalités. Par exemple, j'ai été député pendant 15 ans de cette région-là. Il y a une municipalité où j'avais une municipalité de 27 habitants. 27, la mienne. C'est l'héritage français. C'est l'héritage français. C'est l'héritage français. On garde... 27! 27, hein? C'est comme assez spectaculaire parce que vous imaginez que la réunion mensuelle du conseil municipal, tous les citoyens sont là. Et c'est formidable. On pourrait vous donner une grande famille haïtienne. Voilà. exact. Donc voilà, merci vraiment pour expliquer ce mécanisme, cette structure du côté du Québec et du Canada. Maintenant, vous connaissez l'administration haïtienne? Après une semaine, après avoir participé au colloque, si on vous dit l'administration haïtienne, qu'est-ce qu'on dit? Bien, on dit qu'elle est en renouvellement, elle y a une volonté nettement sentie de s'éprouver, de devenir meilleure, hein? Et aussi de puiser dans ce qui se fait de meilleur à l'extérieur, mais à la façon haïtienne. Je reviens sur pas cet exercice, mais ce que j'ai vécu hier dans la région de la Brousse, une façon particulière d'appuyer le développement. Ça, c'est... Même moi, là, qui ai été ministre des Affaires municipales pendant 4 ans au Québec, j'en tire des leçons. J'en tire des leçons qui pourraient très bien être appliquées. Alors, qu'en est-il de l'administration publique haïtienne, de ce que j'ai vu? Elle est en renouvellement. Il y a une fracture qu'il faut réparer sans l'ombre d'un doute, et le Québec a vécu ça, entre l'administration publique et le politique. Il y a une fracture entre les deux qu'il faut absolument cicatriser. Est-ce que le politique écoute suffisamment l'administration publique? Est-ce que l'administration publique se sent suffisamment écoutée du politique? Je ne peux pas l'affirmer de façon très claire. Mais il y a là une faille, une fracture qu'il faut absolument là, réparer, cicatriser pour devenir encore meilleur au niveau des territoires, des villes, des municipalités. Mais ce qui est au rendez-vous, là... Donc, votre diagnostic assez rapide, vous sentez qu'il n'y a pas vraiment une bonne harmonisation, une bonne coordination entre le politique et le... Oui, je sens ça très nettement qu'il y a une faille de communication, d'échange entre les deux niveaux. Les deux constituent l'essentiel de l'état de droit. Et s'il n'y a pas suffisamment de communication, bien, c'est pas suffisamment porteur de développement. C'est pour ça que je pense qu'il y a une nouvelle invitation, par exemple, aux politiques, au sens très large du terme, d'être en relation avec l'administration publique et l'administration publique, elle, de continuer à développer et à appliquer leurs compétences connues à l'aide, par exemple, de connaissances à l'extérieur avec consultation et résultats, c'est un exemple, de continuer de sentir qu'ils peuvent influencer au bon sens du terme, la bonne gestion de l'État, parce que quelles sont les personnes qui sont le plus en contact au niveau de l'application des lois, sinon que l'administration publique? Alors, il y a là... Donc, l'académicien que vous êtes, observateur, vous avez pu voir qu'il y a vraiment cette faille. Maintenant, la perception. C'est un petit peu difficile à évaluer, mais qu'est-ce que vous sentez, nous, de la population, comment nous voyons l'administration publique? Qu'est-ce que vous avez pu déceler jusqu'à présent? Ce que je décèle au niveau de la perception, là, c'est qu'il y a comme un manque de connaissance de la puissance de l'administration publique. Hein? On répète continuellement, et c'est pas une faute, au contraire, on dit l'administration publique est là pour appliquer. Elle n'est pas là uniquement pour appliquer. Elle est là pour soutenir les actions de développement. De mobiliser les gens autour de projets de développement. Ça, je sens qu'au niveau de la perception populaire, là,
c'est pas suffisamment pénétré dans la population la compétence et les capacités de l'administration publique, pas pour contrôler, pour appuyer le développement et les projets. Alors là encore, c'est pas qu'au niveau politique qu'il faille faire des efforts. Aussi, au niveau de l'administration publique, s'assurer qu'on a une bonne communication avec les citoyens. Des fois, il faut expliquer 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ça fait partie du travail. Hein? Et la fonction publique, l'administration publique n'est pas exempt de problèmes, mais il faut s'assurer qu'on a les bons mécanismes pour que les citoyens disent « Ah, on a des alliés pour notre développement et non pas des... Éducation, formation, vulgarisation, pédagogie, tous ces concepts. Ce que vous faites là. Tout à fait. Merci. Nous allons prendre une pause et se retrouver dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous venons pour nous porter information pour le public là, sur produits financiers. Il y a un pile de produits financiers dans la rue. Mais il y a une parler nous qui c'est obligation BRH. Pour qui ça m'a envie de parler de produits ça? Parce que c'est un produit qui a un pile avantage que tout le monde ne connaît. Qui ça obligation BRH là? Son contrat. Un contrat entre BRH avant. Contrat avait dit qui ça? Pour bail BRH Kobou, il engagé pour le remettre tout Koblan dans 91 jours. Deuxième engagement BRH prend, la paye 7% l'intérêt. On prend un exemple. Sous place 1 million de gouttes aujourd'hui, dans 91 jours, BRH a pour remettre à peu près 17 000 gouttes d'intérêt. Mais BRH va le faire un deuxième bagage. Il va regarder qui est taux de change aujourd'hui et qui taux de change vous contrat à finir. On prend exemple, goutte a perdu 10% valeur en 2 dates. BRH va ajouter 10% sur 1 million de gouttes côté investir. Qui veut dire à l'échéance, vous allez recevoir 1 million de gouttes, vous allez recevoir 17 000 gouttes d'intérêt, plus vous allez recevoir 100 000 gouttes qui représentent 10% que gouttes l'ont perdu. En conséquence, si jamais gouttes l'ont perdu valeur, capital ou poursuit pour faire, il n'a pas perdu valeur. Le fini, vous gagnez un intérêt qui a un niveau qui n'a pas existé sur le marché pour des produits financiers qui sont équivalents. C'est peut-être ça nous dit public là. Un produit tant pour obligation BRH là, nous invitons le garder parce que pour nous c'est le meilleur produit pour capable commencer un portefeuille de placement pour capable protéger l'argent. Les campés à côté, la téléphone était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans mode, là c'est client Sogé Bank. Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous sommes bien à la 3e et dernière partie des magazines et rendez-vous économiques sur Radio Métropole. Si vous écoutez 3 heures et sur la soirée, c'est 7 heures. Nous avons le professeur Rémi Trudel qui est en train de nous donner vraiment un véritable cours. Merci, c'est court, mais c'est intéressant. Maintenant, vous avez pu voir ce qui se passe en Haïti et vous restez persuadé qu'un pays ne peut pas avoir le développement sans une administration publique efficace, efficiente, même forte dans le bon sens du terme, qu'elle soit au niveau national qu'au niveau territorial. Donnez-nous quelques conseils, parce que nous avons un nouveau gouvernement, nous avons de nouveaux gouvernements locaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour pouvoir faire ce changement, cette réinvention, cette bonne gouvernance indispensable pour le développement socio-économique? Je dirais que le plus important dont il faut se rendre compte là et transformer ça en règle d'application, c'est, je vais appeler ça l'appel aux citoyens. C'est-à-dire, faut créer des mécanismes simples, pas compliqués, c'est pas compliqué, de rencontres obligatoires avec les citoyens, à tous les mois par exemple. Et je ne veux pas citer l'exemple du Québec en disant voilà le modèle universel qu'il faut observer. Vous avez des résultats avec ça? Ah, c'est formidable. C'est formidable parce que les citoyens sentent qu'ils ont de l'emprise sur leur administration et les administrateurs élus au suffrage universel, les maires, les conseillers, ils comprennent qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, à n'importe quel prix, n'importe comment. On discute de quoi dans ces réunions? On discute de l'application de comment on vit sur le territoire. Bon, les routes, comment elles sont entretenues?
Comment se fait-il qu'il y a des routes qui sont détériorées et que d'autres sont en parfaite condition dans d'autres municipalités? Les rues de Montréal. Les rues de Montréal, par exemple. Les rues de Montréal. Mais les rues dans Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez cette réputation mondiale, les rues de Montréal? Ah ben parce qu'on a négligé la chose pendant 30 ans, puis que maintenant qu'on répare, on en a pour une dizaine de décennies à réparer tout ça, ben on oublie qu'on avait des problèmes. On a négligé ça pendant 30 ans. Alors, on vit avec notre problème, avec notre situation, avec notre mal. Mais on discute de quoi? On discute aussi comment on fait du développement dans notre territoire. Comment on va s'assurer, par exemple, qu'on a des services médicaux? Hein, la municipalité, elle n'est pas chargée de la santé, mais elle est chargée d'intervenir auprès du ministère de la Santé pour s'assurer qu'on a des services médicaux adéquats. La même chose en éducation. On va discuter dans l'Assemblée municipale des services éducatifs en disant l'école est à réparer, on n'a pas suffisamment de professeurs, on voudrait instituer tel programme ou telle activité, ça se discute au niveau municipal. Il se discute aussi une autre chose, c'est dites-nous qu'est-ce que vous faites avec notre argent, des taxes. Et ça, rendre compte de l'utilisation des taxes une fois par année, c'est insuffisant. C'est un contact direct entre la population et les dirigeants. Ouais. Donc, au lieu de rester à la maison de se plaindre, donc vous avez la possibilité de déverser tout ce que vous avez. Oui, puis d'échanger, puis de discuter. Par exemple, dans la même assemblée municipale, on devra faire la lecture de toutes les factures qui ont été payées pendant le mois. Ah! Pendant un mois? Pendant un mois. Il faut lire toutes les factures qu'on a payées pour que les citoyens se rendent compte que, tiens, on a payé la majorité des factures au même entrepreneur. Ah, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Vous savez, l'intelligence est bien répartie chez tous les citoyens. Hein? Mais surtout, est-ce que vous réalisez que même dans une entreprise, par action, on n'a pas cette possibilité? Non. Et non. Vous avez créé un tel mécanisme? Oui, parce que, tu avais raison, l'entreprise privée va faire ça une fois par année à l'Assemblée des actionnaires. Et puis, s'ils ne sont pas contents, une fois par année, ils vont changer les actionnaires. La vie collective n'est pas comme cela. Elle se déroule au quotidien, à la semaine, au mois, à l'année, bien sûr. Il faut que l'administration soit davantage suivie. On appelle ça la reddition de comptes. Il faut que ça rentre dans la normalité des choses. En administration publique, là, il y a un principe fondamental, incontournable. Toute dépense publique doit être approuvée. On ne peut pas dépenser 5 sous, on ne peut pas dépenser 1000 gourdes si on n'a pas l'approbation au niveau de la gouvernance municipale. Et par ailleurs, tout doit être approuvé et tout doit faire l'objet de reddition de comptes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre argent, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent des citoyens. Et quand je la dépense, cet argent-là, je dois rendre compte. Et le maire, comment il se sent chaque mois d'aller retrouver ces gens pour leur dire « Ah, j'ai dépensé 10 sous, j'ai dépensé... » Est-ce qu'ils se sentent vraiment dans une bonne situation? Parce que nous, en Haïti, je dois vous dire, on ne veut pas rendre des comptes. Je vous donne, achetez quelque chose pour moi, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Ne me demandez pas qu'est-ce que vous avez fait. La facture, l'administration à l'écrit, donc c'est aussi rigoureux. Alors, pour le maire, c'est parfois, très souvent, douloureux. Vous avez raison, c'est douloureux. Mais il sait maintenant que la règle s'appliquant depuis à peu près 25 ans, une vingtaine d'années, il sait que lorsqu'il se présente à la mairie, il sera obligé d'avoir ce devoir de rendre compte de tout ce qui se passe au niveau financier en particulier dans sa municipalité. Alors, je vais vous dire une chose, ça crée de la prudence. Le maire qui se fait interpeller sur une facture quelconque et pour laquelle il y a des questions, ça lui crée un sentiment de prudence pour pas que ça revienne 2 fois. C'est pour ça que la clé, là, c'est la participation citoyenne et ce que ça appelle la patience. La patience. La période de questions, là, parfois, elle peut durer 2 heures. Où les citoyens ne font pas que poser des questions, ils donnent leur opinion. Et ça, il faut être patient. Bien, une des vertus de l'administration publique, où tout doit être approuvé, où tout doit faire l'objet de reddition de comptes, ça demande et de l'humilité et de la patience. Et avec la patience, on y arrive toujours au bout du compte. Et les maires et conseillers savent que lorsqu'ils veulent occuper cette responsabilité publique, ils vont avoir à rendre des comptes. Je suppose que dans votre système éducatif, vous devez bien enseigner la patience, le dialogue, les échanges pour qu'on puisse maintenir tout ça vraiment en vie. Maintenant, lorsqu'on fait le budget, comment ça se fait au niveau municipal? Bon, alors, ça se fait... Donne-moi un exemple. L'exemple.
Le budget est pour le 1er janvier au 31 décembre pour l'année financière. 3 mois auparavant, le maire et l'équipe municipale ont l'obligation de publier un énoncé politique budgétaire. Il faut qu'ils disent à l'ensemble des citoyens, voilà, on prévoit dépenser telle dépense en immobilisation, en éducation, les services de santé, les routes, les services communs, etc., la distribution d'eau, le traitement des eaux, etc. 3 mois avant le 1er janvier, elle a l'obligation de faire une déclaration publique, publiée dans les médias d'information sur le plan d'immobilisation et le plan budgétaire. Avant le 1er janvier, il doit y avoir une réunion publique exclusivement consacrée à l'étude du budget qui serait adopté. On fait une réunion obligatoire du conseil municipal ouvert au public. Il y a un seul sujet à l'ordre du jour, les budgets pour l'année qui s'en vient. On doit faire ça avant le 1er janvier, on a l'obligation. Et ce budget, il doit être expédié au ministre des Affaires municipales qui va donner son approbation en disant, voilà, ça, on ne se mêle pas des choix de la municipalité, mais ça respecte les règles. Ça respecte les règles financières, ça respecte les règles législatives, ça respecte les différentes lois, par exemple, au niveau de l'aménagement du territoire. On dit on donne l'approbation, c'est qu'on s'assure que ça suit les règles. Le gouvernement central, au niveau du Québec, ne va pas dire non, vous avez fait un mauvais choix, il faudrait faire d'autres choix. Donc la vision est totalement locale. Totalement. La vision c'est les procédures qu'on respecte. C'est ça. Alors là, on vérifie les procédures. Est-ce que vous voulez, par exemple, implanter une industrie à forte composante chimique, par exemple? Non. Vous ne pourrez pas faire ça sans avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. On va leur rappeler ça en disant cette partie du budget-là est comme gelée, est comme congelée, jusqu'à temps qu'on ait l'approbation du ministère de l'Environnement. On ne dit pas vous ne devez pas faire ça, mais on leur rappelle qu'ils ne peuvent pas faire ça en dehors des lois du ministère de l'Environnement. Alors donc, la politique budgétaire, les citoyens sont interpellés pour l'adopter. Et elle oblige donc, pour chaque dépense de ce budget-là pendant l'année, à chaque mois, à rendre des comptes à la population. Ce qui fait en sorte que la municipalité n'est pas exempte de problème, mais les citoyens se sentent concernés. Tout à fait. Se sentent concernés, ils disent « je suis partie prenante ». Maintenant, pour finir, ISO 37001, système de management anticorruption. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour Haïti? Pour Haïti, ça veut dire ceci, c'est que pour les administrations locales ou nationales, municipales ou nationales, l'ONU a décrété une norme en disant si vous voulez avoir une réputation internationale qui vous situe dans les pays de droit, dans les premiers pays qui s'assurent que la corruption ne vous pénètre pas, il y a des normes à observer. Alors, l'ONU a décrété une norme qui s'appelle ISO 37001, une norme anticorruption. Ce que ça fait, c'est que le pays, les municipalités peuvent adopter, après analyse, des politiques qui vont les protéger de la corruption. Et ça, quand on réussit à faire cela, c'est beaucoup de travail, eh bien, ça donne le signal à l'international que Haïti ou le Québec ou autre organisation, ces gens-là se sont prémunis le maximum, se sont prémunis d'une façon maximale contre la corruption. Est-ce que ça veut dire que ça élimine du coup la corruption? Non, mais ça assure les gens de l'extérieur. L'image, tout ça. Mais on peut faire ça tant au niveau national qu'au niveau local, à savoir une mairie locale pourrait dire... OK, tout à fait. On est, par exemple, au Québec, je suis en processus d'application de cette norme avec une municipalité de 2500 personnes. C'est pas Montréal. Montréal, 2 millions. On peut le faire à 2500. On le fera bientôt dans une autre municipalité à 1500 personnes. La formule, c'est les mêmes garanties qui doivent être offertes, mais l'application tient compte de la taille et des équipements. Et ça crée la confiance pour la gestion de la mairie, ça crée de la confiance même pour les marchés de capitaux, pour mobiliser des fonds. Donc et ça crée la confiance pour les citoyens.
pour les citoyens. Vous commencez toujours avec les citoyens. Toujours, parce que c'est les eux meilleurs. d'abord. C'est toujours les meilleurs gardiens des droits et des privilèges qui peuvent exister. C'est les meilleurs gardiens. Si on s'appuie sur les citoyens avec nos mécanismes, on augmente de beaucoup nos chances d'une bonne gouvernance, d'une gouvernance efficace qui réponde aux besoins des citoyens, parce qu'on fait ça pour les compatriotes, on fait ça pour les citoyens. Pour finir votre souvenir d'Haïti, qu'est-ce que vous allez avoir de cette semaine très enrichissante, je suppose? Oui, très, très enrichissante. Ce que ça renouvelle chez moi d'une façon inexorable, c'est l'éducation, la formation, la confiance dans les citoyens. C'est la plus belle garantie qu'on peut se donner du développement d'un pays, d'une municipalité, d'une collectivité, d'une région. C'est la plus belle, c'est ce que je retiens de mon séjour ici en Haïti, la volonté de vouloir faire mieux. Ça, c'est formidable. Rémi Trudel, merci beaucoup. Vous avez tellement d'étudiants, d'anciens étudiants, donc j'espère que vous aurez votre passeport haïtien d'ici quelques jours. Je n'en espérerais rien de moins. Merci bien, bon voyage. Merci. Merci, à la semaine prochaine.